Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons étudier un thème stratégique très important qui est comment échanger son mauvais fou contre le bon fou adverse. Dans cette partie, Capablanca a les blancs et Alekhine a les noirs. Elle a été jouée en 1927 à Buenos Aires. Et dans cette position, on remarque que le fou E6 d'Alekhine est un mauvais fou, étant donné qu'il est situé sur les cases de même couleur que les cases sur lesquelles sont situés ses pions, c'est-à-dire que ses pions sont sur blanc et que ce fou est également sur blanc. Par conséquent, il a peu de liberté de mouvement et c'est ce qu'on appelle un mauvais fou, tandis que le fou blanc en D3 est un bon fou, étant donné que la majorité de ses pions sont situés sur des cases noires et que celui-ci est situé sur des cases blanches. Le plan donc semble relativement simple. Pour échanger ce fou en E6 contre ce fou en D3, il faut passer par la case G4, ensuite venir en H5 et ensuite venir proposer l'échange en G6. Donc concrètement, le premier coup va être fou G4 avec l'idée donc de venir en H5 et puis en G6 et de s'échanger contre le bon fou blanc en D3. La menace avec ce coup, fou G4, c'est également de doubler les pions sur la colonne F, étant donné qu'après fou prend F3, G prend F3, les blancs auraient deux pions doublés et un pion isolé sur H2, ce qui serait quand même pas très bon positionnellement. Donc les blancs optent pour un autre thème, qui est le thème de placer son cavalier sur un avant-poste, et donc ils veulent par exemple venir en D2, puis en B3, puis encore en C5. Alors pour ce faire, ils vont prendre 3 coups, alors que nous c'est pareil, nous allons jouer 3 coups pour échanger notre fou contre le bon fou en D3. Je rappelle néanmoins que ce n'est pas vraiment un avant-poste en C5, étant donné que la poussée B6 est possible, et qu'un avant-poste c'est avant tout une case qui est contrôlée par nos pions, mais sur laquelle les pions adverses ne peuvent pas exercer de pression, c'est-à-dire ne puissent pas pousser pour attaquer la pièce qui se situe dessus. Sinon ce n'est pas un avant-poste. Donc cavalier D2 est joué, et ici les noirs ont l'obligation de se prémunir de la poussée en B5, étant donné que ce serait simplement un très bon coup, et donc vont tenter de doubler leur tour sur la colonne C, par l'intermédiaire du coup tour C7. Et dans cette position, nous voyons que les blancs continuent leur plan logique de venir en C5 par l'intermédiaire du coup cavalier B3. Les noirs donc continuent également leur plan en jouant fou H5. Et puis sur cavalier C5, je vous avais dit dans la vidéo, qui est d'ailleurs dans la description de cette vidéo-ci, donc n'hésitez pas à la consulter si vous ne l'avez pas consultée, étant donné que cette vidéo fait suite à la vidéo précédente. Et par conséquent, je vous avais dit dans la vidéo précédente que, après avoir placé un cavalier sur un avant-poste, il faut être prêt à reprendre avec une pièce et non avec un pion, puisque cela annihilerait l'avantage d'avoir la colonne semi-ouverte avec les pièces lourdes, ici avec la dame en C2, coordonnée avec la tour en C1. Par conséquent, les noirs doivent prendre, c'est quasiment impératif, le cavalier est sur une case tout simplement bien trop forte en C5, et donc les noirs doivent jouer cavalier prend C5, et puisqu'on a dit que les blancs devaient impérativement pouvoir reprendre avec une pièce, vous allez pouvoir deviner le prochain coup des blancs, qui est dame prend C5. Et si la dame reprend en C5, tout simplement la tour C1 reprendra en C5 avec une bonne colonne semi-ouverte et la possibilité de jouer B5, donc de bonnes perspectives, avec en plus le fou en D3 qui apporte un soutien supplémentaire à la case B5 en cas de poussée du pion.
Par conséquent, dans cette position, les noirs ne doivent certainement pas jouer dame prend dame, étant donné qu'après tour prend, les blancs pourraient facilement doubler et jouer b5. Donc, les noirs doivent opter à tout prix pour l'échange de ce fou h5 de ce mauvais fou contre le bon fou blanc en d3. Et ça commence par dame f6. Dans cette position, les blancs jouent quand même b5 pour faire pression sur le pion c6. Mais après, pion A prend. Effectivement, le pion C est cloué. Mais les noirs bénéficient néanmoins d'une colonne ouverte pour leur tour situé en A8, ce qui est déjà une compensation pour la pression exercée sur le pion C6. Et donc après la prise des blancs en B5, les noirs finalement terminent par l'achèvement de leur plan qui est fou G6, forçant l'échange des fous, étant donné que la tour se retrouverait derrière cette diagonale si jamais le fou blanc devait reculer, se déplacer pour éviter l'échange. Par conséquent, les blancs optent pour le coup le plus simple, étant donné que leur fou n'est pas protégé, ils optent pour l'échange. C'est symptomatique, une pièce qui n'est pas protégée, qui est attaquée, et dont on ne sait pas trop quoi faire, eh bien on l'échange la plupart du temps, ça permet d'éviter de perdre des temps, en la protégeant. Donc fou prend G6, et dans cette position, les noirs reprennent avec la dame, pour éviter de doubler leur pion sur la colonne G. Par conséquent, après dame prend G6, eh bien, les noirs jouissent d'une position très équilibrée, qui sera certainement très difficile à gagner pour les blancs, étant donné qu'ils pourront venir protéger suffisamment ce pion. Admettons qu'après la reprise, et la tour pourra venir en C8, et ce pion sera quasiment inattaquable. Alors effectivement, on ne va pas jouer de cette manière exactement, étant donné qu'il y aurait... si on peut jouer de cette manière, mais on va quand même veiller absolument à empêcher toute possibilité pour les blancs de venir jouer sur le clouage et donc de pouvoir prendre en D5, mais actuellement ce n'est pas possible, étant donné qu'on sacrifierait une dame contre une tour. Par exemple, si la dame prenait, les blancs auraient cédé la dame contre la tour, donc ce n'est pas possible. C'est pour cette raison que cette partie trouve totalement son équilibre, maintenant que les noirs ont échangé leur mauvais fou contre le bon fou blanc, et qu'il ne reste plus que des pièces lourdes en jeu. Donc je pense que cette partie en tout cas de la vidéo a été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement sur les commentaires ou via la messagerie YouTube en me précisant de quelle vidéo il s'agit. Donc on va passer maintenant à une deuxième partie, un peu plus récente, puisque c'est une partie qui s'est déroulée il y a, donc c'était en 84-85, le fameux match Karpov-Kasparov. Et donc nous allons voir que Kasparov a parfaitement su tirer l'enseignement de cette stratégie qu'avait mis au point Alekhine, et qui a parfaitement fonctionné face à Capablanca. Donc je mets la position, et dans un instant, on va pouvoir voir ensemble ce nouvel exercice d'échange du mauvais fou contre le bon fou. Et vous allez voir que la position que je mets sur l'échiquier a de grosses similitudes avec la position qu'on vient de voir, étant donné que ce seront exactement les mêmes cases qui seront les cases clés seront exactement les mêmes. Donc je pense que tout est bon là-dessus. Je fais une dernière vérification. Tout semble parfait. Voilà. Donc le trait est au noir. Dans cette position, effectivement, les blancs
ont un mauvais fou. Les noirs, pardon, ont un mauvais fou. Déjà, ils disposent de la paire de fous, mais ils ont un mauvais fou. Alors déjà, je vous laisse quelques secondes, et avec ce que je viens de vous dire, vous devriez savoir de quel fou il s'agit. Quel est le mauvais fou des noirs? J'ai la souris dessus, donc ça peut aider. C'est le fou C8. C'est un mauvais fou, étant donné que la majorité des pions noirs, et principalement les pions qui sont développés, la majorité des pions centraux, on va dire, sont sur les cases blanches, et que ce fou en C8 est également sur case blanche. Alors que, comme on l'a vu dans la partie précédente, le fou situé en D3 est sur case blanche, tandis que la majorité des pions des blancs se situent sur case noire, en tout cas les pions développés. Donc, très simplement, cette partie oppose Karpov à Kasparov. Karpov a les blancs, Kasparov a les noirs. C'est la 47e partie du match. Et ici, Kasparov doit absolument gagner. Et il va opter pour une stratégie destructrice. Alors, par souci de clarté, je vais vous montrer toute la fin de la partie, même après que Kasparov eut réussi son forfait d'échanger son mauvais fou contre le bon fou de Karpov, simplement dans l'optique de vous montrer à quel point ça peut être important, un simple échange de pièces, d'une mauvaise pièce contre une bonne pièce adverse, et à quel point ça peut tuer la partie. Donc, ici, Kasparov joue exactement le même coup que précédemment, c'est-à-dire fou G4, sauf que cette fois il donne échec et qu'il n'y a plus une menace de doubler de pion. Donc échec, cavalier F3 est à proscrire, effectivement ce coup, clouerait le cavalier et ne serait pas très bon. C'est pour cela que Karpov, en très bon joueur positionnel, va plutôt opter pour la variante avec la poussée en F3, permettant notamment de faire un espèce de soutien à la poussée en E4. La poussée centrale en E4, et vous savez, parce que vous avez regardé attentivement mes vidéos, qu'il est très important, que c'est une règle de base à bien connaître et à bien appliquer, qu'il faut absolument pousser les pions centraux et les soutenir suffisamment afin qu'ils impactent vraiment le jeu central et donc le jeu global sur cette position par exemple et sur toute position. Donc les noirs vont jouer fou à H5, Kasparov joue fou H5 et Karpov va jouer H4 qui en soi ne me semble pas être un mauvais coup étant donné que Karpov sait que ce fou-là doit être échangé, ne peut pas se soustraire à l'échange contre le fou H5 de Kasparov, étant donné qu'il n'a plus d'autres cases de repli. Par exemple, C4 est pris par le pion D5, B5 est pris par le pion C6, et enfin A6 est pris par le pion B7, et que le reste de la diagonale, c'est-à-dire les deux cases E2 et F1, sont obstruées par le roi en E2. Par conséquent, il apparaît quand même très compliqué de se soustraire à cet échange de fous, donc du mauvais fou de Kasparov contre le bon fou de Karpov. Alors Karpov, sachant cela, va tenter quand même de tirer le maximum de cet échange, puisqu'il ne peut pas l'empêcher, il va faire en sorte de détériorer au maximum la position noire, ou dans ce cas précis, de tenter de pousser au maximum ses pions pour créer des menaces sur l'aile roi. Nous allons voir que malheureusement, la bonne stratégie est celle de Kasparov, et la plupart du temps, eh bien, une bonne stratégie, ça paye. Donc c'est pour ça que cette fin de partie est si intéressante et que je vais vous la montrer jusqu'à la fin. Donc H4, petit roc. Effectivement, les dames ne sont plus en jeu, par conséquent, Kasparov ne craint aucun sacrifice sur son roc, et en fait, la meilleure façon de défendre des poussées et une tentative de passer un pion de la part de l'adversaire, c'est encore de mettre son roi à proximité de ses pions. Par conséquent, il pourra bloquer si jamais, en finale, l'un de ses pions arrive à passer. Si l'un des pions blancs arrive à passer. Et donc après petit roc, Karpov continue son plan
avec G4, fou G6, et tout à coup, les noirs deviennent mieux, un peu mieux, prennent un peu d'avantage dans cette position, du fait de l'échange, simplement, de ces deux fous, et donc ce qui leur laisse après des possibilités, vous allez voir, positionnelles, qui vont permettre à Kasparov de l'emporter très rapidement. Enfin, relativement rapidement, on va dire. Donc G4, fou G6, B3. Alors B3 a le mérite de protéger le pion A4, et la tour A1 pourra trouver son activité, par exemple, soit sur l'aile roi, soit en venant sur C1, par exemple, sur la colonne semi-ouverte, ou encore peut-être en jouant sur d'autres cases, mais quoi qu'il en soit, elle trouve une liberté ici, du fait qu'elle peut se soustraire de la défense du pion A4. Dans cette position après B3, Kasparov va jouer son plan jusqu'au bout, c'est-à-dire fou prend D3, roi prend D3, tour F, E8, Kasparov s'empare de la colonne semi-ouverte, et Karpov va en faire autant en jouant tour C1. Donc jusque-là, tous les coups logiques sont joués, mais nous allons voir que Kasparov a beaucoup de suites dans les idées, et qu'il est très difficile de s'en sortir avec les blancs en fait dans cette position. Kasparov opte pour un coup positionnel absolument extraordinaire ici. Il paraît totalement injouable, mais en fait il va se révéler extrêmement puissant. Allez, je vous le donne. C5. Vous y auriez pensé à C5? Quel coup extraordinaire. L'idée de Kasparov, l'idée dans cette position avec les noirs, c'est évidemment d'arriver à passer un pion, c'est-à-dire à faire en sorte d'avoir un pion qui peut aller se rendre sur sa case de promotion, ou en tout cas qui ne peut pas être arrêté par un pion adverse. Mais dans cette position, jouer C5, ça paraît curieux puisque la prise est possible. Eh bien, vous allez voir que Kasparov avait tout prévu. Donc C5, Karpov ne prend même pas la peine de prendre en C5. Alors, je ne vais pas vous le montrer tout de suite, vu que de toute façon, ça va être joué, donc vous allez comprendre pourquoi C5 a été joué. Donc, Karpov joue fou F4. Alors, c'est une tactique élémentaire. Karpov veut, après pion prend, cavalier D7 qui attaquerait le pion C5, pouvoir jouer simplement le coup fou D6 et être sous la protection du pion C5 et protéger ce pion C5 par la même occasion. Par conséquent, Kasparov va opter pour un coup qui va contrôler une fois de plus cette case C5 qui est la case clé dans cette position. Et il va également jouer un coup stratégique, encore une fois élémentaire, de base. Il va placer une de ses pièces lourde, en l'occurrence la tour, derrière l'un de ses pions qui risque de passer, en tout cas qui est sur une colonne semi-ouverte. Par conséquent, il va jouer tour à C8, qui correspond absolument à la position, étant donné que tour à C8, se prémunit de l'arrivée du fou en D6, puisque la pièce, je vous montre simplement la variante, comme ça sera plus simple. Et là, on peut récupérer, grâce à la tour, qui apporte un contrôle supplémentaire sur cette fameuse case clé en C5. Et en plus, la tour se place derrière son pion, donc c'est absolument parfaitement exécuté par Kasparov. Eh bien, pion prend, cavalier D7, et Karpov ne veut pas que Kasparov, dans cette position, puisse agréablement reprendre le pion en C5 avec le cavalier, étant donné que cela placerait le cavalier sur une case absolument extraordinaire.
et qu'on ne peut pas se permettre de jouer de cette manière avec les pièces blanches, étant donné que par exemple, si cavalier prend, après roi C2, il y a une menace de découverte, avec par exemple cavalier E4, suivi de cavalier prend D2, donc ce n'est pas jouable comme ça. Et d'un autre côté, après cavalier prend échec, si roi E2, il y a peut-être la poussée, simplement la poussée en D4, ou de nombreux autres coups qui peuvent être joués, par exemple la prise avec le fou sur le cavalier en D2, et après roi prend, il y aurait cavalier prend B3 échec, le roi étant à la place du cavalier, la fourchette pourra arriver. Donc je vous montre quand même cette variante pour les plus débutants d'entre vous. Donc juste pour que vous puissiez voir la variante, après cavalier échec, là-dessus il y a cavalier, et on récupère simplement, peu importe où va le roi, on récupère simplement la pièce. Ou alors, si le roi part en E2, il y aurait simplement fou prend, roi prend, et cavalier échec, qui récupérerait donc la qualité plus un pion. Et donc ce n'est pas jouable. Donc les blancs ne veulent pas que les noirs puissent bénéficier de cette colonne ouverte, étant donné qu'il y aurait beaucoup trop de menaces, tout simplement. Et Karpov va intelligemment jouer. Alors j'ai dû me tromper. Voilà. Va intelligemment jouer C6. Qui est finalement le coup positionnel par excellence dans cette variante, dans cette partie, puisque ce coup va empêcher cavalier C5 et suivi de toutes les menaces tactiques que je viens de vous exposer. Alors les noirs ont le choix entre reprendre avec le pion ou avec la tour. L'idée de Karpov au départ, c'était, vous le savez, je vous l'ai dit, de se créer un pion passé. Par conséquent, à votre avis, il vaut mieux prendre avec le pion ou avec la tour pour se créer un pion passé? Eh bien, je pense que vous l'avez compris, il vaut mieux reprendre avec le pion. Certes, on annihile un petit peu les variantes tactiques que je vous ai montrées. Cependant, on va pouvoir se créer simplement un pion passé, ou en tout cas, on va pouvoir tenter de le faire. Alors, dans cette position, les blancs doivent également se prémunir peut-être de cavalier échec, suivi de fou prend, bien qu'il y aurait tour prend. Une position certainement égale ici. Je vais vous montrer par exemple si les blancs jouent un mauvais coup comme H5. Ils ne craignent pas trop non plus ce coup. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, mince, si roi prend, il y a cavalier échec, mais cette fois-ci, les blancs possèdent l'option tour prend C5. Et dans ce cas-là, le fou est attaqué, doit repartir, et les blancs n'ont pas perdu finalement n'ont pas perdu de matériel. Donc, ils ne craignent pas ça non plus. Mais ils vont jouer, donc je vais revenir là-dessus. Alors, on en est au 10e coup. Donc, le 11e coup voit l'arrivée de la tour H en D1. Et encore une fois, un principe de base élémentaire est respecté, à savoir placer ces tours devant les pions adverses sur les colonnes semi-ouvertes ou sur des pions passés, par exemple adverses. On place toujours nos tours devant pour les empêcher d'avancer facilement, pour bloquer leur ascension et pour simplement pouvoir défendre plus facilement sur leur poussée. Donc, tour HD1 est joué. Cavalier C5 échec. Ici maintenant, on va voir une variante par exemple qui serait jouable. Non, qui serait pas jouable d'abord. Donc si roi E2. Fou prend.
Et si tour prend ou roi prend, il y a la fourchette. Mais, je vous l'ai montré, il y a le coup intermédiaire, tour prend C5, et il faut faire attention au fou prend poussé, mais pour l'instant ce n'est pas jouable du fait que la tour en D1 pourrait par exemple reprendre sur la case D4 si la poussée du pion avait lieu. Rappelons néanmoins que dans cette position, le pion A5 serait perdu si le fou se déplaçait de cette diagonale E1 à 5. Par conséquent, les blancs ne craignent pas, donc effectivement c'est bien jouable. Mais Karpov, puisque maintenant il a fermé cette colonne, préfère jouer quand même roi C2, étant donné que la colonne est fermée, et cela de toute façon amène un, comment dire, une protection sur B3 qui serait quand même, je crois, je vais remontrer la variante, il me semble qu'en fait c'est perdu. Donc sur H, non, sur tour HD1 a été joué, cavalier C5. Oui, effectivement, non, non, ce n'est pas jouable, je confirme. Puisqu'après fou prend... Ah non, il y aurait tour prend cavalier et la prise ne serait plus possible. Donc oui, c'est bien jouable. Je suis désolé, j'ai un petit peu bugué. Donc, tour HD1. Et ici, Kasparov va quand même jouer cavalier C5 échec, parce que c'est un bon coup. Roi C2. Et maintenant, Kasparov va jouer un coup, donc là on a retrouvé la position qu'on avait laissée tout à l'heure. Donc on est à nouveau dans la partie. Et donc maintenant, Kasparov va opter pour un très bon coup, qui est un coup qui permet à la fois d'activer rapidement son roi sur le centre, finalement, si jamais on rentrait en finale, mais qui va également permettre au noir d'empêcher un coup très important dans cette position, puisque c'est un coup crucial, qui serait, après la venue du cavalier en E6, la possibilité pour les blancs de venir en E5 et de protéger la nouvelle case importante située en D4. Par conséquent, le coup de Kasparov est simplement la poussée F6 pour, avec le plan de jouer cavalier E6 et de pouvoir amener un contrôle supplémentaire sur cette case D4, et puis ensuite on ira jouer par exemple tour D8, C5, pour arriver à se créer un pion passé sur cette colonne D4, sur cette colonne D et sur D4. Donc dans cette position, Karpov va jouer cavalier F1. Un coup surprenant qui a le mérite de protéger le pion E3 qui pourrait se retrouver attaqué par exemple par cavalier E6. Et vous allez voir que c'est exactement ce qui va se passer. Cavalier E6 attaque le fou peut se replier et le pion E3 est protégé bien qu'il ne soit pas attaqué, mais il pourrait le devenir après le déplacement de ce cavalier et donc la découverte introduite par ce déplacement. Fou G3, tour E D8, Kasparov place sa deuxième tour derrière l'un de ses pions passés, enfin l'un de ses pions qui peut passer, puisque son idée c'est quand même de pousser à terme en D4. Et donc c'est ce que je vous ai dit, stratégie élémentaire, placer ses tours derrière ses pions, quand l'adversaire place ses tours devant nos pions pour les empêcher d'avancer. Et nous, donc on place nos tours derrière pour les protéger et pour leur permettre d'avancer tout simplement. Donc dans cette position, les blancs ne veulent pas échanger leur fou G3 contre le fou B4. Le fou B4 n'est pas un mauvais fou, mais je pense que les blancs préféraient à la limite échanger ce fou B4 contre le cavalier qui a un maigre rôle défensif actuellement, et donc il serait plus intéressant pour les blancs d'échanger ce mauvais cavalier contre le bon fou B4, même si mauvais cavalier c'est relatif, car dans une finale, un cavalier peut trouver une bonne case, un avant-poste, et par conséquent, c'est pas du tout le plan actuel de jouer par exemple un coup comme fou E1, qui pourrait
permettre l'échange, mais les blancs ont d'autres priorités, et notamment la priorité numéro 1, c'est de défendre, de se prémunir contre la poussée des 4. Alors Karpov va simplement jouer fou F2 pour contrôler avec une pièce supplémentaire cette fameuse case D4. Donc on en est au 15e coup. Alors, ici, les noirs, vont jouer un coup qui va mettre les blancs dans un grand trouble. Puisque les blancs ont choisi d'amener une pièce supplémentaire au contrôle de la case des 4, ils vont en faire de même avec leur pion. Et Kasparov joue C5 pour pouvoir jouer à terme la poussée des 4. Alors, Karpov joue cavalier D2. Et l'idée de Karpov, qui est un joueur positionnel par excellence, c'est, après le coup D4 des noirs, de pouvoir installer son cavalier sur un avant-poste, qui serait la case C4. Si le pion D5 se trouve en D4, alors la case C4 est un avant-poste, et effectivement, si on atteint cette position, je vous montre la variante tout de suite, cavalier C4, eh bien, on peut dire que les blancs ont une position équilibrée du fait du très très bon positionnement de leur cavalier sur C4 qui ne peut pas être délogé. Donc, Kasparov ne veut pas permettre à Karpov de jouer de cette manière et il va opter pour un coup très bon, très très bon. C'est le coup C4. Il veut passer un pion, mais ne veut pas permettre à Karpov de disposer d'un avant-poste pour son cavalier. Par conséquent, après le coup C4, eh bien, Karpov répond à toutes ses attentes, c'est-à-dire, il passe un pion, sans que le cavalier blanc puisse trouver une activité suffisante pour compenser le fait de se créer un pion passé. Donc, après cavalier D2, B prend C4 est joué. Et alors là, on pourrait se dire, oui, mais après la prise, c'est quand même relativement protégé. Ils vont pas pouvoir passer facilement, ça va être très compliqué. Oui, mais c'est sans compter que Kasparov a vu plus loin, et Kasparov va jouer cavalier C5, qui introduit des thèmes tactiques ici, parce que par exemple, si les blancs prennent en D5, eh bien, il y aurait par exemple cavalier E4, échec, du fait de la découverte de la tour C8 sur le roi C2, et donc par conséquent, après le déplacement du roi, les noirs gagneraient la pièce par cavalier prend F2. Donc après cavalier C5, les blancs optent pour un coup qui va mettre en péril ce cavalier C5, qui va permettre de l'échanger. Ce coup c'est E4. Avec l'idée, cette fois-ci, d'échanger leur fou, qui n'est pas un mauvais fou, mais d'échanger ce fou contre le cavalier en C5, qui trouve une activité fabuleuse ici, puisque nous allons voir avec le prochain coup de Kasparov, le placement des pièces noires est tel que Karpov est pris dans un étau. Donc je vous laisse deviner le prochain coup des noirs. Sachez juste que ce coup va permettre d'empêcher l'accès aux pièces blanches sur ces 5 cases A3, B3, C3, D3 et E3. Et donc, ce coup c'est D4. Et maintenant, on regarde la position de plus près. On voit que la case A3 et C3, que les cases A3 et C3 sont en prise par le fou en B4, que les cases B3 et D3 sont en prise par le cavalier en C5, et enfin, la case E3 est en prise par le pion en D4. Kasparov a incroyablement joué et a disposé ses pièces
de façon à écraser complètement son adversaire qui n'a simplement plus de réponse correcte dans cette position. Et donc Karpov va s'incliner après cavalier B1. Certainement dépité, il joue un coup qui est mauvais, cavalier B1, mais la position était clairement désespérée. Et après D3 échec, roi B2, la seule case disponible pour le roi blanc, et enfin D2. Et bien tout simplement, Karpov serre la main de son adversaire en guise d'abandon, étant donné que, dans cette position, il ne peut pas parer à la menace cavalier D3 échec, avec la fourchette sur le fou en F2 qui est perdu. Donc je pense avoir suffisamment éclairci votre vision sur cette idée stratégique qui est d'échanger votre mauvais fou contre le bon fou adverse. Et vous voyez que grâce à ce procédé, on peut obtenir une position qui, au départ, alors qu'au départ elle n'était pas très bonne, eh bien, peut devenir totalement écrasante du simple fait de cet échange et d'un plan adapté après cet échange, dans le but vraiment de transcender ces pièces et de jouer sur les faiblesses, cette fois-ci des pièces adverses qui sont encore sur l'échiquier. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Je vous rappelle que si vous avez le moindre problème, vous pouvez me contacter directement sur les commentaires de ma chaîne YouTube ou via la messagerie privée de YouTube. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et portez-vous bien et je vous souhaite de rapides progrès avec mes vidéos.